Est-ce que j'aime la nouvelle Blackmagic 4K? Je vais te dire oui, mais il y a des trucs que j'aime pas. Avant de parler de la Blackmagic 4K, il faut que tu saches que j'ai un GH5, que j'adore, il est très bien. J'utilise l'autofocus qui marche à la perfection pour faire toutes mes vidéos YouTube et pour faire tous mes films pour mes clients. Avec mon GH5, j'ai deux objectifs. Un objectif vintage 50 mm Canon FD avec un adaptateur et l'objectif qui est à la base dans le kit du GH4, le 12-35 ouvrant à 2.8 de chez Panasonic. Le premier truc que j'ai remarqué en testant la Blackmagic, c'est que quand j'ai essayé de mettre mon objectif non stabilisé vintage avec adaptateur dessus, c'est du micro 4/3, ça marche aussi bien que sur GH5. Par contre, tu te rends vraiment compte que le GH5 et le capteur stabilisé, c'est de la folie parce que là, c'est impossible d'être stable. C'est pas du tout viable parce que la Blackmagic n'a pas de capteur stabilisé et du coup, tu as besoin d'un objectif qui est stabilisé si tu veux pouvoir faire des plans à main levée de façon correcte. Comme j'avais enfin la caméra sous la main, je voulais tester un maximum de fonctionnalités et absolument pas faire mon petit péteux qui est un professionnel de l'image et tester la profondeur des noirs, la profondeur des rouges, la profondeur des... On s'en fout. Tu achètes pas cette caméra pour avoir la meilleure image du marché. Tu achètes cette caméra parce qu'elle a un combo que tu ne peux trouver à ce prix nulle part ailleurs. La qualité de l'image, elle est ce qu'elle est et on va pas s'amuser à la comparer ni à un GH5 ni à un iPhone, ce serait stupide. Ça ferait des vues, mais ce serait stupide. Ce dont je veux te parler, c'est l'expérience utilisateur et donc comment ça se passe avec ces petites nouvelles fonctionnalités du style brancher un SSD. J'avais donc un SSD avec moi qui est simplement un SSD le plus basique que tu peux trouver, un SSD de 1 Tera que j'avais mis dans un boîtier à 15 balles qui te permet de brancher en USB-C directement et je l'ai branché sur la caméra et j'ai pu enregistrer directement. C'est reconnu comme une carte. Je dirais même il est reconnu automatiquement, tu n'as pas besoin d'aller permuter dans le menu. S'il n'y a que le SSD de branché, la caméra le reconnaît automatiquement. Bien entendu, je te conseille un SSD de petite taille puisque le SSD gigantesque au format 2,5 pouces, c'est clairement pas viable et clairement pas pratique. Tu peux enregistrer sur le SSD et sur tes cartes SD ou cartes compact flash avec n'importe quel format, le ProRes ou l'Euro non compressé ou l'Euro compressé, à 25, 50, 60 images, ce que tu veux. Le seul problème, et il faut bien le prendre en compte, c'est que plus tu veux de FPS, plus tu veux une taille d'image importante et plus tu prends un codec qui est lourd, plus tu vas avoir besoin d'un SSD qui est rapide. Donc il ne faut pas hésiter à consulter la liste proposée par Blackmagic pour acheter des cartes SD, des cartes compact flash ou des SSD compatibles. Que va-t-il se passer si ton SSD n'est pas compatible? Très simple, la caméra va tout simplement faire ce qu'on appelle du drop frame. Elle va s'arrêter d'enregistrer, elle va reprendre l'enregistrement après. Parce que ça fait trop d'informations à faire passer dans un petit tuyau et donc du coup, comme un entonnoir, au bout d'un moment ça se bouche. Voilà, c'est comme ça, c'est mathématique. L'une des raisons pour lesquelles j'adore cette caméra, quelle que soit sa qualité d'image, c'est tout simplement que c'est un bon combo pour moi qui vient du GH5 plus enregistreur Atomos. C'est comme si on avait réuni les deux. J'ai un grand écran tactile avec des menus clairs, pratiques et complets. Et en plus, la caméra, comme un Atomos, elle peut enregistrer dans un codec noble comme le ProRes ou encore en RAW Cinema DNG ou bientôt en RAW spécial Blackmagic. Et d'un point de vue ergonomique, écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, mais comme c'est prévu pour être une caméra de cinéma, entre guillemets, ou du moins pour être utilisé en étant de l'autre côté de la caméra et pas comme un YouTuber en étant devant la caméra comme je fais maintenant avec le GH5, tu n'as pas l'autofocus. Tu n'as pas la détection de visage avec autofocus. Par contre, tu as un bouton d'autofocus pour faire le point. Donc comme sur une caméra au final professionnelle, ça favorise la présence d'un opérateur derrière la caméra. C'est pas idéal pour vlogger par exemple. En plus parce qu'il n'y a pas d'écran qui se retourne. C'est clairement fait exprès. J'en ai parlé à Londres avec les gens de Blackmagic quand j'étais à un événement pour DaVinci Resolve 15 et c'est fait exprès. Ils ne veulent pas faire une caméra pour les vlogueurs. Ils veulent faire une caméra pour les filmmakers indépendants qui veulent simplement avoir quelque chose de plus professionnel mais qui ne peuvent pas forcément se payer une Ursa Mini ou une RED ou etc. C'est bien d'avoir un écran, c'est difficile quand tu connais pas les menus, mais c'est bien d'avoir un écran simplement sur lequel tu peux appuyer et faire tes trucs. Les réglages sont géniaux parce que si tu montes dans DaVinci Resolve, tu vas pouvoir directement avoir tes métadatas créés au tournage. Si tu fais du court-métrage, ça va être parfait. En gros, tu auras une vraie continuité de workflow, tu auras la meilleure continuité de workflow possible que tu pourrais même pas avoir avec un Atomos parce que l'Atomos ne peut pas envoyer du metadata qui va ensuite dans DaVinci Resolve. Si je reviens sur l'autofocus, il y a juste un truc que je déteste et que je trouve vraiment dommage, non, deux trucs que je déteste, c'est tout simplement que tu ne peux pas avoir d'autofocus en appuyant comme un appareil photo, donc tu appuies un premier
sur ton bouton de déclenchement et ça fait le focus et après tu appuies et ça enregistre. Ça ne fonctionne pas. Et du coup, tu dois accéder au focus par le bouton qui est derrière. Et ce bouton-là, malheureusement, il est extrêmement chiant parce que tu ne peux pas y accéder en tenant bien la caméra. La poignée est trop grosse. Donc, c'est pas super pratique. La troisième solution pour faire le focus manuel mais automatique, c'est tout simplement, avec un objectif compatible bien entendu, d'aller appuyer sur l'écran là où tu veux faire le focus. Et ça marche très bien. Mais quand tu es en train de tourner, t'as pas forcément envie d'aller appuyer avec ton doigt comme ça. Tu as besoin de tenir la caméra. Donc c'est pas forcément le plus pratique. Pour finir, j'ai envie de te parler du RAW parce que le RAW c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'ai beaucoup manipulé, non pas en tant qu'étalonneur, mais en tant qu'assistant dans les longs métrages et dans la publicité. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pratique d'un point de vue workflow de plus petite taille si tu as ta propre entreprise ou si tu fais juste des vidéos pour ton plaisir. Parce que bien entendu, d'un point de vue professionnel, c'est évident que c'est une bonne solution dans beaucoup de cas. Mais si tu le maîtrises et que tu comprends les trucs qui sont pas cool avec l'euro et les trucs qui sont cool avec l'euro, que tu le choisis pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons, à ce moment-là, c'est vraiment très cool, hyper cool de pouvoir avoir accès à du RAW pour une caméra qui coûte 1300 balles, 1370 balles, enfin moins de 2000 euros. Quand tu maîtrises un minimum, le RAW en post-prod, c'est vraiment super parce que ça te permet, avant même de commencer ton étalonnage, de pouvoir triturer ton image dans le passé. Admettons que par exemple, tu aies foiré les ISO, et ben tu peux tout simplement aller changer les ISO. Ou alors, un truc qui m'arrive souvent, tu foires la balance des blancs. Et ben tu peux corriger la balance des blancs directement dans ton fichier RAW. Ça veut dire que ça va réinterpréter les données, et après tu peux commencer ton étalonnage. L'avantage quand tu fais de la post-production en RAW, c'est que tu peux retoucher ton image en RAW avant même de l'étalonner, et ça ne dégrade pas ton image. Donc on n'est plus dans le délire à essayer de brancher un Atomos et un GH5 pour avoir du 422 10 bits, c'est génial et tout. On est dans un délire où là c'est en RAW, donc on ne se pose plus vraiment la question. Par contre, ce qu'il faut que tu considères, c'est que c'est plus lourd. Si tu ne sais pas le manager, si tu ne sais pas le gérer dans DaVinci, c'est compliqué. D'ailleurs, je vais rajouter une leçon dans la formation DaVinci Resolve pour pouvoir vous montrer 2-3 bases sur le RAW. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le RAW, ça ne doit pas limiter ton travail au tournage. Ça peut effectivement te permettre de rattraper des conneries, mais il faut éviter de tout simplement faire n'importe quoi juste parce que tu tournes en RAW. C'est dommage, c'est bête. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te dire sur la caméra. Je te précise, si tu as une des formations de Maximus University, si tu suis la formation DaVinci Resolve sur Maximus University, que je suis en train de travailler sur le module étalonnage, ça arrivera le plus vite possible et ça comprendra quelques petites informations sur le traitement des rushs de Blackmagic. Maintenant, le traitement du RAW n'est pas la priorité puisque la priorité c'est le traitement d'étalonnage de base. Maintenant, je vais aussi rajouter, juste d'un point de vue workflow et d'un point de vue initiation, des leçons à la formation existante pour que tu puisses, si tu as acheté un Blackmagic, commencer à l'utiliser et utiliser l'euro. Et une chose très importante, si tu veux voir plus de vidéos sur la Blackmagic, incluant n'importe quoi, test de disque dur, test d'objectif, test versus le GH5, si ça te fait plaisir, je le ferai quand même, partage cette vidéo, mets un petit pouce bleu et dis dans les commentaires, en anglais ou en français, Blackmagic, envoyer une caméra à Max, puisque je suis en train d'essayer de la négocier, mais moi je ne peux pas lâcher de la thune pour cette caméra puisque c'est pas prévu dans le budget. En tout cas, moi je te remercie de l'avoir regardé, celle-ci de vidéo, et j'espère tout simplement que tu l'as apprécié, que ça t'a apporté des infos que tu ne trouveras pas ailleurs sur internet parce que tout le monde s'obstine à faire le même test. Là voilà, je voulais vraiment faire un truc différent et te donner mon avis d'utilisateur de tous les jours et pas d'utilisateur de je veux la meilleure qualité de pixels pour chaque pixel, puisque l'objectif à la fin de la journée c'est toujours le même, c'est de raconter des histoires, de faire des trucs qui nous font kiffer et surtout, eh ben, si tu vends des prestations à tes clients, d'en vendre plus et mieux et de faire des trucs bien et que tu partes en vacances et que ce soit génial et tout.